Bonsoir et merci de suivre le 20h de True TV. Le débat sur la révision de la constitution burkinabé est scientifiquement clos, mais les discussions se poursuivent pour apporter une amélioration. La Société burkinabé de droit constitutionnel a réuni des hommes de médias sur la question. Parmi eux, le constitutionnaliste professeur Abdoulaye Soma, son point de vue sur le processus de révision de la constitution à suivre dès l'entame de cette édition. Dans ce journal, nous rejoindrons une délégation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire à Waïgouya, dans la région du Nord. Une conférence publique a été organisée au profit des forces vives de cette région pour présenter le programme afin de susciter leur adhésion. Et puis le grand format de ce journal porte sur le choix et le sens des prénoms authentiques. Ce prénom peut-il avoir un impact sur la personne qui le porte? L'état civil peut-il rejeter un prénom choisi par un parent? Des défenseurs de la tradition africaine et le chef de service de l'état civil de Ouagadougou se prononce dans cette édition. La Société burkinabé de droit constitutionnel a jeté la lumière sur la révision de la constitution du Burkina. Parmi les conférenciers du jour figure professeur Abdoulaye Soma. Le constitutionnaliste a axé sa communication sur la révision constitutionnelle en lien avec la légitimité démocratique. Dès l'entame de son exposé, il a fait savoir que le processus de révision de la constitution est sujet à débat. Selon lui, c'était au peuple de discuter et de décider de cette révision qui du reste devrait passer par un référendum. Ces interventions sont résumées par Fatima Tanikima. Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours en termes techniques. Cela signifie qu'en matière constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a le dernier mot. Il a dit son dernier mot. Le débat est donc clos, mais scientifiquement, la discussion sur ce sujet est possible pour apporter une amélioration si nécessaire. C'est du moins l'avis du professeur Abdoulaye Soma et c'est toute l'importance de cette conférence publique. Constitutionnaliste, le professeur Abdoulaye Soma a axé sa communication sur le rapport qui existe entre légitimité démocratique et la révision constitutionnelle du 30 décembre 2023. Selon lui, la légitimité institutionnelle dans ce contexte est inattaquable et indépendante de la régularité constitutionnelle. Est-ce que les institutions qui sont intervenues ont la légitimité démocratique pour le faire? J'ai déjà dit que cette question importe peu du point de vue de la régularité de la Constitution. Parce qu'il faut retenir, pour résumer la théorie constitutionnelle, qu'en matière constitutionnelle, ce qui importe, c'est l'effectivité institutionnelle dans les fonctions officielles. Le chef de l'État, l'Assemblée législative de transition ALT et le Conseil constitutionnel sont donc légitimes dans ce processus de révision de la Constitution. Mais ce processus du point de vue technique est critique selon le professeur Abdoulaye Soma. À en croire ce dernier, le processus a été quasi confidentiel et trop accéléré. Le problème que ça pose, c'est le problème de ce que j'ai appelé la durabilité institutionnelle. Parce que si vous n'êtes pas intervenu dans le débat pour ce remodélage constitutionnel et institutionnel, dès lors qu'il y a changement de régime, et forcément il y en aura un jour, celui qui arrive, s'il n'a pas compris le sens des modifications, forcément, il va revenir là-dessus. Et dans un pays, du point de vue du calibrage institutionnel, on ne peut pas passer le temps d'année en année à changer l'architecture institutionnelle. Ça crée une instabilité et une absence de lisibilité dans la trajectoire du développement du pays. Selon notre conférencier du jour, en matière constitutionnelle, il vaut mieux s'accorder avec le peuple avant tout changement. Et pour cela, il faut laisser place au débat, ce qui n'a pas été le cas au Burkina Faso. Il a aussi noté que la phase de l'appréciation du processus de révision de la Constitution n'a pas été observée au Parlement le 30 décembre dernier. Une phase autonome et très importante selon le professeur Soma. Il interpelle donc l'ALT et le Conseil constitutionnel sur le respect de cette phase d'appréciation.
La problématique du traitement de l'information s'est invitée au cours d'un panel initié par le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Les débats ont tourné autour du professionnalisme des hommes de médias. Le journaliste Dieudonné Zungrana et Serge Imhotep Bayala du RISA ont rappelé les bonnes pratiques que doivent avoir le journaliste et sa rédaction en période de crise. Le contexte actuel voudrait que ces derniers traitent les sujets de manière à encourager nos forces combattantes engagées pour la reconquête de l'intégrité du territoire burkinabé. Le point avec Bourema Amadou. Le traitement de l'information en période de crise, c'est la problématique abordée au panel organisé par le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA. En cette période de lutte contre le terrorisme, les hommes et les femmes de médias doivent faire preuve de professionnalisme, a souligné le journaliste Dieudonné Zungrana. Il faudrait, selon lui, traiter les sujets de façon à encourager les forces de défense et de sécurité au front. Prudence et responsabilité doivent être les maîtres mots du journalisme, tout en ayant l'éthique et la déontologie chevillées au corps. Voilà. Il doit tenir compte des lois en vigueur, comme je dis. Ce n'est pas de la soumission aux autorités du pays, mais c'est une bonne compréhension de la liberté de presse et d'expression. Un État failli, ça n'arrange personne, ni le journaliste, ni personne. Et parce que d'abord, nous sommes d'abord des Burkinabés, on n'est pas désincarnés. Un journaliste est d'abord l'homme d'un pays, nous sommes d'abord des Burkinabés. Donc aujourd'hui, je pense que, est-ce que tout est bon à dire aujourd'hui dans le contexte actuel? Non. Métier de journalisme en situation de crise, c'est sur ce thème que s'est tenu ce panel. Selon les RISA, le panel a permis de discuter sur des questions d'enjeux publics. Il est important de nos jours de discuter sans langue de bois sur le traitement de l'information en cette période difficile pour le Burkina Faso, a laissé entendre Imhotep Bayala, membre du RISA. Est-ce que c'est concevable qu'au nom de l'objectivité et de la déontologie, du statut qui revient à un média, d'être un média professionnel et traitant de façon impartiale l'information, est-ce qu'il lui est habilité, d'un point de vue de l'éthique et de son appartenance à un État, de présenter ces faits-là de façon égale? Voilà la thématique qui nous mobilise ce matin et nous avons trouvé des panélistes variés, très intéressants. Et pour nous, l'idée c'est de poser le débat sans complaisance et d'envoyer et de convoquer toutes les parties. Notons que ce panel a permis de traiter des sous-thèmes tels que la communication et construction des idées dominantes, l'expression des libertés individuelles et collectives en situation de crise, quel regard du juriste, quelle presse pour le Burkina Faso en crise et réseaux sociaux, comment éviter ces pièges sans fin. Nous rejoignons à présent la délégation de l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire à Waïgouya dans le Nord. Des milliers de personnes ont répondu présent à une conférence publique organisée ce vendredi au profit des forces vives de cette région pour marquer leur adhésion. Séance tenante, plusieurs ont souscrit au programme. Après cette étape, la délégation de l'APEC mettra le cap sur Manga et Fadangourma. Alexis Wenkouni Belemnaba pour plus de détails. Les forces vives de la région du Nord ont répondu présent à l'appel des premiers responsables de l'APEC, l'Agence nationale pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. L'APEC, ce projet ambitieux des autorités de la transition burkinabé pour la relance de l'économie. C'est la portée et le bien fondé de ce projet qui sont expliqués aux forces vives de la dite région par Karim Traoré, le directeur général de cette agence. Cela en collaboration avec l'association Bâtir l'avenir. L'entrepreneuriat communautaire par l'actionnariat populaire des autorités gouvernementales vise à contribuer à sortir la jeunesse burkinabé du chômage pour sa souveraineté nationale. Nous avons besoin de venir physiquement échanger avec les gens pour lever les points d'ombre et les doutes sur le programme et aussi rassurer les populations en disant que nous ne touchons pas au cash. Tout se passe sur les canaux que nous avons communiqués et nous venons justement pour pouvoir répondre aux questions concrètes sur le modèle, l'avancement de l'initiative, les projets en cours et aussi un devoir de révabilité par rapport à ceux qui ont déjà souscrit à l'initiative pour qu'ils puissent savoir où est-ce que leur argent est aujourd'hui. Un projet national fort apprécié à sa juste valeur par le gouverneur de la région du Nord. Pour Issouf Ouedraogo, si l'APEC n'existait pas, il fallait la créer pour contribuer à l'essor économique du pays. Il invite la population à marquer leur adhésion à ce projet. L'actionnariat populaire, c'est pour le développement endogène
et développement par les Burkinabés, comme annoncé par son Excellence le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc j'invite toute la population du Nord à s'inscrire. Pour l'instant, le bilan donne la région du Nord comme 4e et parmi les régions, les 13 régions du Burkina. Donc nous souhaitons que d'ici là, la région soit la première région dans les souscriptions pour qu'effectivement on puisse enclencher notre développement endogène par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Les forces vives mesurent déjà le bien fondé de ce projet ambitieux qui vise à créer des emplois et de la richesse pour un développement endogène. Pour marquer leur adhésion à la philosophie des autorités pour la relance de l'économie nationale, plusieurs d'entre elles ont souscrit en contribuant chacune sa part sociale. J'ai fait 15 parts, 150 000 francs. Et cela va contribuer au développement de notre pays. Ça va nous amener à consommer nos produits locaux. Une fois souscrit, notre souhait c'est que le projet soit rentable. L'objectif même c'est effectivement d'employer environ 1 million d'emplois réguliers, permanents, 3 millions d'emplois indirects. Je pense que ça permettrait également à résorber un tant soit peu le chômage, à également accroître, n'est-ce pas, les revenus économiques des populations. Classée 4e région où il y a plus de souscripteurs, à ce jour, la région du Nord compte plus de 6 000 adhésions à l'APEC. Sur le plan national, c'est plus de 200 000 souscriptions. L'occasion est saisie pour présenter le bureau pilote de l'APEC dans la dite région. La moisson a été bonne pour les services des impôts du Burkina au cours de l'année 2023. Ils ont mobilisé 1 368 milliards de francs CFA au profit du budget de l'État et des collectivités territoriales. La Direction générale des impôts a dressé le bilan de ces activités ce vendredi et décliné les perspectives pour 2024. En matière de mobilisation de recettes, elle devra recouvrer près de 1 700 milliards de francs CFA cette année. On en sait davantage dans cet élément de Mamidriana Kamabou. L'année 2024 sera un défi pour la Direction générale des impôts en matière de mobilisation des recettes. En effet, elle devra recouvrer près de 1 700 milliards de francs CFA à tout budget confondu. Et au titre du budget de l'État, il est attendu 1 565 milliards de francs CFA, soit un bond de 21,31% par rapport aux objectifs de 2023. Pour réussir ce challenge, la DGI s'attellera à mettre en œuvre son plan stratégique et les orientations spécifiques des autorités. Pour le budget des collectivités territoriales, 43 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur une prévision de 42 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 100,75%. Au total, sur ces deux types de budget, sur une prévision de 1 333 milliards de francs CFA, la contribution des particuliers et des entreprises a pu être canalisée et mobilisée à hauteur de 1 305 milliards, donc soit une performance globale de l'ordre de 98%. Cette rencontre a été l'occasion pour la Direction générale des impôts de faire le bilan de l'année 2023. À la fin du mois de décembre 2023, les opérations ont permis d'engranger de recettes substantielles. Pour le budget de l'État, 1 262 milliards de francs CFA ont été recouvrés sur une prévision de 1 290 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 97,79%. La DGI a donc enregistré une progression du niveau des recettes de l'ordre de près de 47 milliards de francs CFA. L'accent a été mis cette année sur des mesures de sécurisation de l'assiette pour optimiser le recouvrement, des mesures de mobilisation conséquente de ressources au profit du fonds de soutien patriotique et des ajustements techniques qui devront améliorer l'administration et le rendement de l'impôt, mais aussi un paquet significatif d'exonérations fiscales pour accroître la résilience de notre pays, accompagner la politique du gouvernement en matière de promotion
de la production nationale, de l'actionnariat populaire et également de logements décents à travers la promotion immobilière. Et au titre de la promotion du civisme fiscal, la DGI envisage poursuivre les actions entreprises au cours de l'année 2023 avec un accent particulier sur la digitalisation de la chaîne foncière, la communication, la mise en place de la facturation électronique certifiée et la mise en œuvre des prérogatives en matière de recouvrement. Dans le cadre de la lutte contre l'abattage illégal des animaux qui représente un danger pour la santé des consommateurs, une équipe mixte composée d'agents de la direction de la santé publique, de responsables de la Ligue des consommateurs ainsi que des éléments de la gendarmerie a effectué une sortie répression ce samedi sur un site d'abattage clandestin dans la ville de Ouagadougou. La descente a permis de saisir plusieurs carcasses d'animaux abattus dans l'inégalité. C'est un autre reportage de Mamidriana Kamabo. Selon les chiffres révélés lors de la rencontre des états généraux des abattoirs et des aires d'abattage, 50% de la viande vendue sur les marchés au Burkina Faso provient des abattages clandestins, ce qui constitue un risque pour la santé du consommateur. D'où la pertinence de la sortie de répression sur un site d'abattage clandestin situé dans la commune rurale de Saba. À la clé, la saisie de 8 carcasses de porc et de morceaux de viande d'autres animaux ont été saisis. Nous invitons la population à se départir, à consommer des viandes provenant de ces sites d'abattage clandestins. Donc la viande qui doit être commercialisée, le vétérinaire va apposer l'estampille. Donc c'est l'estampille qui permet d'attester que la viande a été inspectée. Mais cela n'est pas exclu que des fraudeurs également puissent fabriquer des estampilles pour tromper la vigilance. En sa qualité de défenseur des droits du consommateur, la Ligue des consommateurs, à travers son président, s'est dit satisfait de la réussite de la mission du jour. Dasmane Traoré invite les populations à vérifier si la viande qui leur est proposée à la boucherie a été inspectée. Dans ces sites-là, il y a de la production qui malheureusement cause du tort aux consommateurs qui, après avoir dépensé pour acheter ces produits-là, se retrouvent à nouveau à acheter des médicaments pour se soigner. C'est dans ce sens-là que nous interpellons les consommateurs à une certaine exigence lorsqu'ils vont au niveau des boucheries, s'assurer que le produit en question a été inspecté. Et comme l'a dit monsieur le directeur tout à l'heure, le minimum c'est de voir s'il n'y a pas d'estampille là-dessus. Le président de la Ligue des consommateurs invite les populations à dénoncer tout site d'abattage anarchique auprès de la Ligue. Il a par ailleurs regretté que le phénomène de transport de la viande sur les motos et tricycles normalement interdits continue sans que les autorités compétentes ne réagissent. Nous en venons au grand format de cette édition. À la naissance d'un enfant, l'une des choses à laquelle les parents pensent en premier, c'est le choix du prénom. L'enfant se retrouve alors avec un prénom imposé, alors que nombreux sont les parents qui choisissent le prénom de leur enfant sans vraiment connaître sa signification et son origine. L'état civil peut-il rejeter le choix des parents? Quel impact le nom peut-il avoir sur la personne qui le porte? Et dans quelles conditions peut-on le changer? Tout ce questionnement trouve réponse dans ce dossier que nous propose Sanata Siri. Nyama est un prénom djoula dont la connotation en langue française renvoie à l'expression ordure. Chez les Dagara, le prénommé Zumbaviel correspond à la poubelle dans la langue des Molières. Que dire de Noraogo en langue morée qui représente le coq? Et Nabé chez les Sénoufos qui signifie vilain homme ne sont que quelques exemples de prénoms attribués à des personnes à leur naissance et qui frisent la honte dès que le porteur atteint la majorité. Selon les défenseurs de la tradition africaine, ces prénoms sont très souvent donnés en fonction des circonstances de l'accouchement ou de la précédente maternité de la maman. Les enfants qui sont nés après un accouchement extrêmement difficile pour la maman, cela donne des prénoms assez particuliers quelquefois. On donne un prénom en sachant très bien qu'il n'est pas agréable. Mais à ce moment-là, c'est vraiment la consonance qu'on veut.
interroger la philosophie qu'il y a derrière le fait qu'il s'appelle Nyama. Je crois fondamentalement que les cultures africaines ont toujours fait en sorte que la naissance et le baptême de chaque enfant correspondent à une philosophie. Et il y a toujours un alliage entre la nature, entre les animaux et entre les humains. Pour Melégué Ngolo Traoré, porteur d'un prénom africain, le nom n'a pas une quelconque influence sur la personnalité de l'individu. Cependant, il peut jouer psychologiquement sur la personnalité de celui qui le porte dans la communauté, surtout lorsqu'il s'agit d'un prénom atypique. Dans les villages, les noms, les prénoms qu'on donne aux enfants, quelquefois, chez nous, les Sénoufons, on dit que le prénom a attrapé la personne. C'est-à-dire que la personne devient prisonnière de son prénom et se comporte exactement comme la description du prénom le prévoit. Tchewo, Tché, c'est la racine des femmes. Tchewo, ça veut dire personne noire. Nagoum, Nagoum, ça veut dire personne coupée, littéralement parlant. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas grand, qui ne va pas être très très grand de taille. Il sera court. Et or, ça leur arrive souvent d'être effectivement court. À côté de ces prénoms qui ont une signification déplaisante, il y a tout de même des noms qui ont une connotation positive. Il s'agit entre autres de Lianwe, Nadihini et Melégué. Et les porteurs de ces noms que nous avons rencontrés ne cachent pas du tout leur fierté. Melégué, ça veut dire l'enfant qui est né là n'est pas né d'aujourd'hui, en vérité c'est un vieux nom, un nom très ancien. C'est une étoile qui est là depuis longtemps, ça veut dire que la famille a l'habitude de produire ce type d'étoile. On va lui dire, il s'appelle un vieux nom, c'est ce que ça signifie à l'origine. Mais là... Mes parents m'avaient baptisé Lianwe Nebelkwarnasui. Lianwe qui veut dire le rassembleur, qui veut dire quelqu'un qui n'est pas égoïste. Nebel, ça renvoie à l'ange gardien, sous la bénédiction duquel je suis né. Et Kwarnasui, ça veut dire tout simplement contente-toi de faire le bien. Imhotep renvoie à une figure historique très forte. Je veux me frotter à une figure aussi inspirante et aussi forte comme Imhotep, dont c'est un emprunt. Je suis plus que fier de porter ce prénom. Entendu Nadihini, c'est un nom que j'aime bien. Et son origine ne serait rien d'autre que dû au fait que la maman, à un certain moment donné de la vie, elle a eu à perdre un certain nombre d'enfants. Et donc, c'est après que moi je suis venu. Donc, Nadihini en langouin veut dire tout simplement qu'il va bien. À la question de savoir si l'officier d'état civil peut intervenir dans le choix du prénom d'un enfant, la chef des services de l'état civil de la direction de la population et de l'état civil de Ouagadougou répond par la négation. Selon ses dires, il est formellement interdit aux officiers de l'état civil de recevoir ou de donner des prénoms autres que ceux consacrés par les usages, la tradition ou les religions. Mais si il arrivait, on va peut-être donner des conseils aux parents. Si par exemple le nom n'a pas une bonne réputation, par exemple quelqu'un qui vient donner Ouedraogo bandit à son enfant, l'officier de l'état civil, son rôle c'est viser l'intérêt général. Si par exemple en prenant le nom de l'enfant, ça va porter préjudice à l'enfant, l'officier a l'obligation de refuser. Parce que c'est interdit, ça ne fait pas partie de nos usages, de la tradition ou ce que la loi, l'article 35 du Code des personnes et de la famille préconise là. L'autre préoccupation, c'est le fait de vouloir changer de nom une fois adulte. Malgré ses multiples tentatives auprès de la justice pour abandonner son prénom d'origine Serge, Lianwe Imhotep Bayala n'est jamais parvenu à ce processus. Parce qu'en 2016, nous avons fait la première approche, moi et un frère qu'on appelle Nassa Thibault. Et nous sommes allés pour demander au juge le remplacement de nos noms. Et on nous a fait comprendre à l'époque que ce qui était possible, c'est lorsque on n'était pas baptisé. Mais qu'il n'était pas possible d'abandonner notre identifiant colonial ou arabe pour prendre l'identifiant de nos prénoms. Au Burkina Faso, il existe une loi qui encadre la rectification des actes d'état civil et le changement du nom ou du prénom. Toutefois, le tribunal peut faire droit à la requête ou rejeter si elle n'est pas justifiée, ce qui n'est pas normal selon nos défenseurs de la tradition africaine. Ces derniers invitent par ailleurs les personnes qui portent des prénoms africains à en être fiers.
En sport, nous allons à la découverte du groupe F de la CAN qui évoluera au stade Laurent Pokou, basé à San Pedro. Il est composé du Maroc, de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie. Favori logique du groupe, le Maroc tentera de sortir sans trop de dommages du premier tour. Les outsiders zambiens, congolais et tanzaniens auront également leur carte à jouer. Détail avec Yassine Sawadgo. Quatrième de la Coupe du Monde 2022, les Lions de l'Atlas comptent parmi les favoris de cette poule et même de la CAN 2023. Avec sa 19e participation, dont vainqueur en 1976, troisième en 1980 et finaliste en 2024, la sélection de Walid Regragui est le numéro 1 au plan africain et devra toutefois faire son tout pour être à la hauteur de ses ambitions pour s'extirper d'un groupe à sa portée, mais rempli de pièges. Le Maroc pourra ainsi compter sur ses stars comme Hakim Ziyech ou Hakimi du Paris Saint-Germain pour un deuxième sacre continental. Les Léopards de la République démocratique du Congo, 20e participation avec 2 titres en 1968 et 1974, 3e en 1998, les étalons du Burkina se rappellent de cette remontada et bien sûr en 2015. La RDC revient de loin puisque son sélectionneur national, Sébastien Desabre, a réussi une performance en remontant l'équipe qui était derrière son groupe lors des éliminatoires à sa nomination en août 2022. Néanmoins, l'équipe congolaise reste un danger dans cette poule. Vainqueur en 2012, sans oublier la finale disputée en 1974 et 1994, mais également la 3e place en 1982, 1990 et 1996, les Chipolo Polo de la Zambie a un beau profil de trouble fête. Avec son sélectionneur Avram Grant, l'équipe zambienne tentera peut-être un hold-up à cette CAN avec son international Feshon Sakala qui dispute pour la première fois les phases de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont à leur 3e participation et n'ont jamais franchi le premier tour, les Taifa Stars de la Tanzanie. Autant dire que cette équipe risque de souffrir. Mais attention, l'équipe tanzanienne n'est pas à cette phase finale par hasard. Adel Amrouche, c'est le maître à penser de cette équipe et dirige pour la première fois une équipe à la Coupe d'Afrique des Nations. Son attaquant vedette, Bwana Samata de PAOK Salonique en Grèce, est l'un des rares internationaux tanzaniens qui évolue en Europe, équipe à suivre de près. En rappel, le groupe F évoluera à San Pedro au stade Laurent Pokou. Point final pour cette édition. Excellent week-end à toutes et à tous.